That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale, on parle de quoi ce matin? On va parler de l'espace. Hein? Est-ce que vous connaissez Bob Behnken et Doug Hurley? Ce sont deux astronautes américains. Leur nom ne vous dit rien. On connaît que Neil Armstrong. Alors eux, la particularité, c'est que ce sont les premiers astronautes à avoir été envoyés dans l'espace par une fusée qui appartient à une entreprise privée. Et ça s'est passé samedi dernier, le 30 mai en Floride, où la société SpaceX de Elon Musk, vous connaissez Elon Musk, le multimilliardaire américain d'origine sud-africaine qui est le fondateur de Tesla, la voiture électrique. Et donc, SpaceX a envoyé pour la première fois de son histoire 2 personnes sur la station spatiale internationale qui orbite à environ plus de 400 km au-dessus de nos têtes. Alors, ce lancement était très attendu. Il était d'abord prévu initialement le jeudi, mais en raison de la mauvaise météo, le lancement avait dû être reporté samedi à 21h20 heure locale. Et 19h plus tard, les 2 astronautes se sont arrimés à la station spatiale internationale et ont pu pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Donc, c'est cet épisode-là qui marque, l'entrée de SpaceX dans le club très fermé des entreprises capables d'envoyer des personnes dans l'espace. Et puis deuxièmement, ça montre qu'aujourd'hui, il est possible sur le plan financier, technique, technologique, à une entreprise de également se lancer dans les vols spatiaux. Parce que jusqu'à présent, l'entreprise spatiale était du domaine typiquement des États. C'était des États soit à travers à travers la conquête spatiale, les États parvenaient à affirmer leur puissance. C'était le cas après la Seconde Guerre mondiale et durant toute la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et puis, à la chute du mur de Berlin, il y a eu, notamment depuis le début des années 2000, de nouveaux acteurs comme la Chine ou l'Inde qui viennent eux aussi tenter d'affirmer leur présence dans ce club-là extrêmement fermé et donc de montrer qu'eux aussi ont la capacité et ont les ressources humaines, les ressources matérielles, techniques et technologiques pour également se lancer dans la conquête spatiale. Mais pour ce qui concerne SpaceX, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette incidence-là, on peut l'analyser sur 3 plans. Alors, le premier plan, c'est un plan politique. Parce qu'il faut déjà comprendre que pour les États-Unis, depuis 2011, les Américains n'envoyaient plus par leurs propres moyens d'astronautes dans l'espace. Ils utilisaient tous les lanceurs russes Soyouz. Donc, c'est l'agence spatiale russe qui était, depuis 2011, la seule à être en capacité d'envoyer les gens dans la station spatiale internationale. Donc, tous les pays, que ce soit les pays européens, que ce soit les pays asiatiques comme le Japon, que ce soit des pays, les États-Unis eux-mêmes, lorsqu'ils voulaient envoyer des gens dans l'espace, ils étaient obligés de passer par la Chine. Et évidemment, cela ne se faisait pas sans dépenser des sommes d'argent sonnantes et trébuchantes. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, pour envoyer des gens dans l'espace, il ne faut pas compter pas moins de 100 millions de dollars. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'envoie pas des gens tout le temps dans l'espace et on n'envoie pas n'importe qui dans l'espace jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui coûte extrêmement cher et donc il n'est pas aisé pour les États de réunir 100 millions de dollars pour envoyer des gens à chaque fois dans l'espace. Et ça, c'est la première chose. Donc, le coût est extrêmement élevé. Et donc, pour les Américains, ce n'est pas une question d'argent, mais c'était une question de politique en matière d'aérospatiale. Il faut savoir qu'avec la fin de l'utilisation des navettes spatiales, la NASA donc n'avait plus de moyens d'envoyer des gens dans l'espace. Et donc, lorsque Elon Musk avait senti le filon, il avait senti qu'il y avait là une véritable opportunité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait fondé en 2002 l'entreprise SpaceX, qui a pour but de concevoir, de construire et de vendre à ceux qui le souhaitent des moyens pour pouvoir aller dans l'espace. Et donc, en 2010, il avait obtenu un contrat de 3 milliards de dollars avec la NASA pour
justement concevoir un lanceur qui pourrait permettre d'envoyer aussi bien des personnes que du fret dans l'espace. Et donc, en 2010, à partir de 2014, en 2015 même, plus exactement, il avait réussi pour la première fois à envoyer dans l'espace une capsule, c'est la capsule Dragon. Et donc, dans cette capsule-là, depuis 2015, eh ben, il envoie régulièrement du fret et du matériel au niveau de la Station spatiale internationale, même si en 2018, il avait fait plus quelque chose qui ressemblait à un coup de com' qu'à autre chose, c'est-à-dire il avait envoyé un véhicule, en l'occurrence une Tesla, dans l'espace. C'était pour montrer que dans un avenir très proche, eh ben, son entreprise allait être en capacité d'envoyer des gens dans l'espace. Et surtout que le cahier de charge qui lui avait été confié par la NASA était très clair. Il y a deux types de lanceurs. Il y a des lanceurs qui sont non réutilisables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'utilise, eh ben, il est obsolète, il faut refabriquer un autre. Or, la NASA lui avait demandé de créer un lanceur qui soit réutilisable. Et donc, c'est ce qu'il leur a garanti. Il leur a dit qu'avec ces 3 milliards de dollars, il leur garantissait, avec le même lanceur, de faire 6 voyages aller-retour dans l'espace. Et donc, la capsule qui a permis justement à ces deux astronautes-là d'arriver à la station, sur la station internationale, sur la station spatiale internationale, c'est la capsule Crew Dragon. C'est cette capsule qui a été mise au point par Elon Musk, avec la capacité à l'opposé par exemple des autres capsules, c'est-à-dire que pour s'arrimer à la station spatiale, eh ben, l'arrimage se fait automatiquement via un ordinateur de bord qui prend toutes les mesures et qui gère l'opération de manière tout à fait autonome. Avant, il fallait qu'il y ait un technicien qui utilise un bras robotisé, et c'est ce bras robotisé-là qu'il essayait de manipuler jusqu'à parvenir à s'accrocher à la soute d'entrée de la station internationale. Donc là, évidemment, il y a eu un grand changement. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que Elon Musk voulait montrer, que pas seulement que ce n'est pas la capsule en elle-même en tant qu'objet qui est innovante, mais c'est surtout aussi l'utilisation et les équipements qui sont à bord. La deuxième chose, c'est que Elon Musk a changé totalement la combinaison des spationautes. C'est des combinaisons qui sont épurées. Lorsqu'on regarde celles des deux astronautes américains d'hier et on les compare avec celles de leurs prédécesseurs d'il y a à peine 10, 15, 20 ans, eh ben, on aurait l'impression que véritablement, ils renvoient ces combinaisons-là en une forme d'obsolescence. Donc vraiment, c'est très épuré, c'est plus esthétique, mais évidemment, on suppose que l'usage, c'est un usage qui est strictement limité au strict nécessaire. Alors, donc, ça, c'est la deuxième. Donc, et puis, l'intérieur de la capsule, parce que SpaceX a énormément joué sur ça. Il y avait des caméras qui étaient placées à l'intérieur pour montrer, évidemment, que l'habitacle, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir dans les capsules, c'est les cosmonautes qui sont collés les uns aux autres, ils sont serrés là. C'est beaucoup plus spacieux, il y a plus d'espace. C'est comme un avion, en fait. Un peu comme un avion. Et donc là, ça montre également que les cosmonautes sont confortablement... Les astronautes sont confortablement installés à l'intérieur de la capsule et donc le voyage se fait de manière plus aisée. Ça, c'est également un élément sur lequel marketing et en termes de communication sur lequel s'est énormément appuyé Elon Musk. Et puis, évidemment, il allait même plus loin puisque le véhicule qui amenait les astronautes sur le pas de tir ils étaient dans un véhicule Tesla qui avait qui portait le logo de la NASA. Donc, il a joué énormément avec tout ça. Et donc, depuis 2011, les Américains qui ont énormément soutenu SpaceX et Elon Musk parce qu'il fallait laver cet affront-là, de voir que depuis 9 ans, les Américains étaient dans l'incapacité d'envoyer eux-mêmes des gens dans l'espace. Cela s'était même aggravé en 2014, semble-t-il, au cours d'une réunion où un officiel russe aurait dit que les Américains auraient certainement besoin d'un trampoline demain pour envoyer des gens dans l'espace. Et ça, c'était très mal passé aux oreilles des Américains. Et même Elon Musk a tweeté hier que la trampoline fonctionnait bien. C'était pour lancer un coup de nez aux Russes. Et puis, pour lui, c'est extrêmement important parce que lorsqu'il avait créé SpaceX en 2002, il n'a jamais caché son ambition. C'était de permettre à ce que des civils, maintenant pas n'importe quel civil, mais des civils fortunés, ceux qui en aient les moyens, auraient la capacité un jour d'aller également dans l'espace et lancer ainsi... C'est ce que j'ai dit à Gina la dernière fois, quand je vais gagner à la masse commune internationale, je paye ma place pour aller
Voilà. dans l'espace. Et donc, et vendre des tickets pour pouvoir aller dans l'espace. Mieux même, pour pouvoir, Elon Musk estime que peut-être à partir des 30 ou 40 prochaines années, si la technologie pourra permettre même de pouvoir envoyer des gens sur Mars et donc d'y fonder même des colonies. Donc ça, ce sont les ambitions à long terme. Et puis, donc, pour les Américains, sur le plan politique, il était important qu'une entreprise américaine envoie une capsule américaine lancée depuis un pas de tir situé aux États-Unis d'Amérique, envoie donc des astronautes américains au niveau de l'espace pour prouver que, évidemment, ils étaient revenus en quelque sorte dans le jeu. Et puis, il y a aussi derrière une forme d'élan nationaliste sur laquelle, justement, Donald Trump va sûrement essayer de surfer au cours de la campagne électorale, en montrant que c'est durant son mandat que les Américains ont pu revenir à la course dans la conquête spatiale et que, évidemment, le retard qu'ils avaient accumulé depuis les 9 dernières années, donc en lançant un pied de nez en quelque sorte à Barack Obama, que ce retard-là avait été comblé parce que lui, Donald Trump, avait justement soutenu jusqu'au bout Elon Musk. Et il avait même suivi en direct, justement samedi dernier, le décollage de cette capsule-là, Crew Dragon, vers l'ISS. Et il avait aussitôt tweeté que, évidemment, pour lui, c'était un grand jour parce que l'Amérique revenait également dans la conquête spatiale. Et puis, sur le plan économique, c'est aussi extrêmement important pour SpaceX. Pourquoi? Parce que Elon Musk s'est donné aussi comme deuxième ambition. La première, c'est d'envoyer peut-être des civils aller dans l'espace, mais surtout, la deuxième, c'est de configurer le marché de l'aérospatial. Et donc, d'une part, lui, il veut, à l'intermédiaire de SpaceX, mettre chaque année ou mettre rapidement en service de nouveaux équipements et surtout faire baisser les coûts. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, en moyenne, par exemple, si vous voulez envoyer un satellite qui pèse environ 6 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, il faut dépenser à peu près 142 millions de dollars. Et donc, seuls les États ont la capacité de le faire. Et donc, pour lui, SpaceX, pour rentrer dans ce marché-là, il faut absolument casser les prix. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, il avait obtenu un marché avec un opérateur luxembourgeois pour envoyer un satellite de 2,5 tonnes dans l'espace, et cet opérateur-là n'avait payé que 52 millions de dollars. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que lui, il a des coûts imbattables, certes, mais il faut bien, lorsque l'on regarde de plus près, eh ben, ça s'apparente beaucoup à du dumping, parce qu'il faut comprendre que pour envoyer un satellite ou un objet, une charge dans l'espace, il y a le coût du lanceur, il y a le coût du pas de tir, et donc il y a toute la logistique qui est autour. Donc, envoyer 2,5 tonnes dans l'espace et ne payer que 52 millions de dollars, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, la NASA prend à sa charge une grande partie du coût d'exploitation du lancement, à savoir tout le pas de tir et toute la logistique qui est derrière. Donc, SpaceX n'a à sa charge que le coût de la fusée et de la capsule. Donc, ça lui permet donc d'avoir déjà d'être très flexible et donc de proposer aux entreprises ou aux pays qui veulent envoyer des objets dans l'espace des coûts qui soient totalement imbattables. Par rapport à Ariane Espace, par exemple, si vous appelez Ariane Espace pour envoyer 2,5 tonnes, il faudrait compter environ dans les 140 millions de dollars qu'il faudrait dépenser. Donc, ça, évidemment, pour Elon Musk, c'est extrêmement important. Donc, il y a des gars qui fabriquent des satellites. Oui. Il y a des gars qui les lancent dans l'espace. Oui. Et il y a d'autres gars qui les exploitent. Exactement. Ce sont 3 secteurs d'activité totalement différents. Vous avez par exemple Ariane, qui est notamment l'entreprise européenne, qui est la filiale de Airbus. Elle s'occupe de la fabrication des satellites. Maintenant, vous avez Ariane Espace, qui s'occupe des lanceurs, donc les différentes fusées Ariane. Et puis, à côté, vous avez ceux qui sont les exploitants des satellites. Ça peut être des entreprises, ça peut être des États aussi. Voilà. Donc, ce sont toutes ces entreprises-là qui concourent à... Tous les pays exploitent aujourd'hui les satellites. Enfin, c'est du genre,
ce serait inadmissible de ne pas les utiliser. On en a besoin à la fois pour communiquer, que pour Comme la GEOS, par observer, exemple. voilà, que La pour observer géolocalisation, aussi pour la l'évolution météorologie, de la météo, pour le voilà. transport, Pour les informations, les infos. par exemple, lorsque Voilà. il y a des guerres ou même lorsqu'il y a de grandes pandémies, pour suivre l'évolution en fait de la pandémie ou pour suivre les mouvements des soldats lors d'une guerre, on a besoin de satellites. C'est la même chose lorsqu'il y a des inondations. Je sais plus, il y avait eu des inondations en Afrique et tout, et ces pays-là avaient eu besoin de la GEOS, par exemple, qui est l'agence gabonaise des études et d'observation spatiale. Nous ici, on arrive à collecter des données qu'ensuite on vend au pays. Comme ça leur permet d'avoir une image beaucoup plus claire des zones qui sont immergées et d'anticiper sur les actions à mener. Donc c'est vrai qu'au Gabon, on ne connaît pas vraiment les activités de la GEOS, mais la GEOS fonctionne parce que Mais on vend les l'observation spatiale informations. existe au Gabon depuis des années, depuis un coltan. Oui, mais Oui, on ne connaît pas très, depuis des les années, Gabonais oui, ne oui, connaissent oui. pas vraiment. Mais par exemple, les gens ne savent pas que la raison de la présence de l'Agence spatiale européenne au Gabon, c'est quoi? C'est que lorsque la fusée Ariane décolle depuis Kourou en Guyane, là-bas, ils ne peuvent pas savoir à quel moment le satellite est bien mis en orbite. Donc, c'est à partir des installations de Coltan qu'ils ont cette information-là. Dès lors que le lancement du satellite, la mise en orbite du satellite est faite, eh ben, cette information, ce n'est qu'à partir d'ici qu'ils peuvent l'avoir de Coltan. Ensuite, l'agence ici spatiale européenne va envoyer l'information à leurs confrères qui sont basés en Guyane. Donc, vous voyez, du fait de déjà la situation géographique du Gabon, nous sommes sous l'équateur. Et nous sommes géostationnaires. Donc, nous sommes situés à un endroit qui favorise justement ce type d'activité-là. Oui, Gina, Je pense que c'est l'audace en fait d'Elon Musk qui devrait en fait nous pousser, parce que je me dis que depuis toutes ces années, tu vois, où on a compris, quand je dis on, genre notre pays a compris l'intérêt de l'espace, je dis pas que on aurait dû déjà lancer des choses et ainsi de suite, mais pourquoi pas avoir un satellite, parce que on n'a pas de satellite, on loue les satellites. Oui. Pour avoir des informations, on va louer par exemple pour 1 heure ou 2 heures d'observation, et ensuite les informations qui arrivent, nous on les revend pour essayer d'en tirer un bénéfice, tu vois. Si on avait un satellite qui nous appartenait, bah à ce niveau, on aurait pu du coup le vendre plus facilement aux autres. C'est vrai que les coûts de maintenance et tout ça sont importants, mais d'un côté, si tu mets un bon système ça m'étonnerait que tous les pays qui lancent les mais satellites la rentabilité, elle est immédiate. Et Voilà. puis un pays ne peut pas exploiter lui seul tout un satellite, ça ne sert à rien. En général, on vend, comme elle dit, les données là à d'autres pays, ou on le loue à d'autres pays dans certaines circonstances. Donc la rentabilité d'un satellite, c'est clair, elle est claire. Maintenant, la difficulté, c'est le coût. Oui. Aujourd'hui, commander un satellite, se faire construire un satellite, l'envoyer et le mettre sous orbite et l'exploiter, ça coûte énormément d'argent. Mais la rentabilité, l'exploitation, donc les revenus qui seront liés à l'exploitation de ce satellite-là, surtout dans l'univers où on vit, où le numérique est omniprésent, où les télécommunications sont omniprésentes, et bien donc la rentabilité, elle est forcément garantie. D'accord. Et puis maintenant, je vais conclure en disant que pour Elon Musk, maintenant, la troisième chose, c'est véritablement un succès pour Elon Musk. Il ne faut pas l'oublier qu'en 2002, lorsqu'il avait lancé SpaceX et qu'il avait défini les ambitions de son entreprise, beaucoup lui avaient rayonné en disant qu'une entreprise privée ne peut pas envoyer des objets ou des personnes dans l'espace, parce que il faudrait réunir des ressources tant humaines que financières, que techniques ou technologiques, qu'elle ne pourrait pas avoir, parce qu'une entreprise, il faudrait qu'elle soit suffisamment puissante pour le faire. Or, lui, il montre qu'avec de l'audace, avec un bon management et avec des moyens appropriés, eh ben, rien n'est impossible au secteur privé, et que donc, il y a effectivement de la place pour non seulement le lancement d'objets, donc de satellites et autres, et des personnes dans l'espace, mais aussi, il met en évidence que son idée de programmer dans les prochaines années des vols spatiaux commerciaux est une réalité. Et puis derrière, il montre aussi que que SpaceX et l'ensemble des filiales
des entreprises qui appartiennent à Elon Musk, eh bien, il vient renforcer la crédibilité de ces entreprises-là, parce que tout le monde connaît Tesla. Ce sont des véhicules qui sont hautement technologiques et très appréciés, notamment des consommateurs qui sont assez fortunés. Mais néanmoins, avec SpaceX, eh bien, le succès de SpaceX vient renforcer la crédibilité d'Elon Musk, et par conséquent, ça vient renforcer la crédibilité de Tesla, parce que lui également, on estime que le management dont il fait preuve avec SpaceX, c'est ce même management qu'il utilise avec Tesla. Et donc, comme ça marche avec SpaceX et que ça avait déjà marché avec Tesla, et donc Elon Musk est l'homme qu'il faudra véritablement suivre à présent. Et je ne serais pas étonné qu'à partir depuis samedi, tous les prochains projets que Elon Musk va lancer sur le marché seront véritablement scrutés par les investisseurs. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour l'actualité internationale. On parlait d'espace, de science ce matin sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de faire un tour en musique. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Da Fresh Morning.